vivre après la maladie. Alors ce soir, nous avons deux invités. Je voudrais d'abord vous présenter Rebecca, qui a 44 ans et qui va nous dire un petit peu son parcours en 2 mots. Ça a été un long parcours, mais j'ai combattu et j'ai gagné. J'ai été plus forte que lui. Donc ce soir, Rebecca nous parlera donc comment s'est fait le diagnostic, son parcours de soins, les difficultés qu'elle a pu rencontrer au cours de ce parcours de soins et peut-être la perception de son entourage, voire de son milieu professionnel. Et puis j'ai l'honneur de vous présenter l'illustre docteur Didier Bourgeois, qui exerce à la clinique à Hartmann, qui est chirurgien spécialiste en oncologie mammaire. Didier? Pour rebondir sur ce que vient de dire Rebecca, j'ai aussi un long parcours. Et en fait, notre métier, finalement, c'est un long parcours. C'est un long parcours d'apprentissage, c'est un long parcours d'études, puis c'est un long parcours de partage et de culture d'expérience, parce que effectivement, je pense que clairement l'expérience des patientes, l'expérience de l'individualité de cette prise en charge des cancers du sein, c'est essentiel pour nous, soignants, mais ensuite après pour pouvoir correctement vous soigner. Exactement. Nous sommes en simultané sur Facebook et sur YouTube et nous avons déjà énormément de questions. Et donc avant de débattre sur cette pathologie, j'aimerais vous présenter quelques chiffres qui parlent en eux-mêmes. Alors, soyez sans crainte, je ne vais pas être long. Les chiffres du cancer en 2018 en France. Aujourd'hui, nous avons 82 000 nouveaux cas estimés en 2018, dont 54% chez l'homme. 150 000 décès estimés en 2017, dont 57% chez l'homme. Il y a 3 millions de personnes qui ont survécu à leur cancer, donc c'est une lueur d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui vivent après leur cancer. Et à l'heure actuelle, 43 000 patients sont inclus dans des essais thérapeutiques. Donc je pense que Didier nous en dira plus sur les essais cliniques. Alors un mot sur le cancer du sein. C'est 58 000 nouveaux cas en France en 2018. C'est le premier rang en termes de cancer, en termes de fréquence. Il y a 12 000 décès annuels dus au cancer du sein. 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans. Et l'âge moyen de diagnostic, c'est 60-61 ans, à peu près. Un mot sur les facteurs de risque. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'on a pu isoler aujourd'hui? L'âge, la prédisposition génétique, parce qu'on sait qu'il y a des familles qui sont porteurs de certains gènes qui génèrent des cancers du sein, un antécédent personnel de pathologie mammaire et un antécédent personnel d'irradiation thoracique. Les facteurs de risque connus sont aussi également dépendent des expositions hormonales endogènes, donc c'est lié à la puberté, le nombre d'enfants, âge de la première grossesse, et exogènes comme le traitement hormonal de la ménopause. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai déjà vu des questions portant sur cette thématique. Et de plus en plus d'études incriminent le rôle du tabac et de l'alcool. Alors les circonstances diagnostiques, on y reviendra aussi, les circonstances diagnostiques dépendent un peu de l'âge de la patiente. Alors bien souvent, dans la tranche d'âge 18-40 ans, le diagnostic est fait par la patiente elle-même, par l'autopalpation. Et puis dans la tranche d'âge 50-74 ans, il y a ce diagnostic qui est réalisé par le dépistage, soit personnel, soit massif. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un dépistage national qui est fait auprès des patientes entre 50 et 74 ans. Alors pourquoi ce dépistage? On aura aussi l'occasion d'en parler. C'est parce que ce dépistage permet un diagnostic précoce du cancer du sein. L'incidence du cancer est par conséquent diminuée et il y a d'énormes progrès au niveau du dépistage et de la prise en charge médicale. Alors comme vous pouvez le voir sur ces deux courbes, on peut constater quand même qu'il y a une nette incidence, une nette augmentation de l'incidence du cancer du sein encore aujourd'hui en France, avec à contrario une diminution de la mortalité. Donc je pense que cette diminution de la mortalité, elle est due à l'optimisation des traitements qui sont donnés de plus en plus précocement. Et enfin, je voudrais finir cette présentation
par l'impact de la maladie sur la situation personnelle. Il y a 3 personnes sur 5 qui déclarent avoir conservé des séquelles 2 ans après un diagnostic de cancer. Donc je pense que Rebecca nous en parlera. Et puis 8,5% des personnes interrogées disent d'être l'objet d'attitudes de rejet ou de discrimination liées directement à leur maladie. Et donc à ce sujet, nous avons reçu plusieurs questions à ce sujet. Et puis, dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que la proportion des personnes atteintes de cancer, tout cancer confondu, considérées comme vivant en dessous du seuil de pauvreté, passe de 20,9% au moment du diagnostic en 2010 à 25,1% 2 ans après le diagnostic. Ce qui nous laisse quand même assez pantois. Et la situation professionnelle des personnes avec un cancer se dégrade considérablement 2 ans après le diagnostic. Le taux d'emploi passe ainsi de 82% à 61,3% et le taux de chômage de 7% à 11,1%. Voilà. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a énormément de questions auprès des gens qui nous regardent ce soir. On va essayer de répondre à toutes ces questions en 45 minutes. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, Rebecca, c'est dans quelles circonstances on vous a posé le diagnostic du cancer du sein? J'étais sous ma douche et j'ai dit tiens, je vais me palper les seins. Et donc c'est l'autopalpation, j'ai senti une boule et j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et 2 jours après, je faisais une mammographie et à la mammo, il m'a dit bon ben voilà, 99% c'est un cancer du sein. Et puis tout s'est enchaîné très vite. J'ai attendu la biopsie. Alors bien sûr, pendant ce laps de temps, cette semaine, on ne vit plus. On se demande ce qui va nous arriver, ce qui va se passer, quelle sauce on va être mangé, est-ce que notre cancer s'est propagé, est-ce que je vais garder mon sein, est-ce que plein de choses. Et puis on pleure tous les jours, et puis on a nos enfants qui sont à côté et qui se demandent ce qui se passe. Et on ne peut pas leur dire, tant que je ne sais pas ce que j'ai, je ne peux pas dire à mes enfants, bah voilà, j'ai ça. Et le jour où j'ai toutes les réponses à mes questions, on est assis tous les 6, parce que j'ai 4 enfants, on est assis à tous les 6 autour de la table, et on a dit, voilà, les enfants, on a quelque chose à vous annoncer. Et je m'excuse parce que je suis encore émue, parce que je revois cette image où on dit aux enfants, voilà, maman est malade, c'est un cancer. Et là, j'ai mes 2 enfants du milieu qui me disent, tu vas mourir? Et je leur dis non, je ne vais pas mourir. Alors qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas encore vu de médecin, parce que pour nous, c'est du chinois. On attend encore d'avoir le rendez-vous à l'hôpital. Mais on veut quand même dire à nos enfants, on veut quand même expliquer pourquoi je pleure tous les jours. Et puis après, tout s'enchaîne vite, quoi. On a rendez-vous avec le médecin, et là, on peut expliquer à nos enfants en disant non, je ne vais pas mourir, je vais me battre pour moi, pour vous, pour papa, et je vais y arriver, parce que vous êtes mon moteur. Parce que la vie, c'est pas d'être au fond de son lit à se dire j'ai un cancer, je vais mourir. Non, on y va, on va se battre. On est une famille, on a des gens autour de nous qui nous aiment. J'ai mes parents, j'ai mes beaux-parents, j'ai tout le monde autour de moi. Et mon moteur, ça a été vraiment mes enfants. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, je veux voir mes enfants grandir. Et donc, on met la tête dans le guidon et on y va, et on se bat. On y reviendra tout à l'heure. Docteur Didier Bourgeois, donc vous recevez des patientes un petit peu après. Dans quelles dispositions vous les recevez? Vous pouvez nous parler de votre expérience? Rebecca, elle soulève déjà plein de questions dans ce qu'elle nous a raconté. Elle soulève, et tu l'as soulevé Gérard, la problématique déjà du dépistage. La problématique du dépistage, et il faut essayer de simplifier et de faire comprendre
qu'il y a 2 types de dépistage. Il y a le dépistage systématique et le dit dépistage de masse. De ce que j'ai compris, Rebecca, elle a moins de 50 ans. C'est-à-dire que Rebecca, déjà, elle sort du dépistage de masse. Et on voit qu'elle a un cancer du sein. Donc il faut quand même la dépister, il faut lui diagnostiquer son cancer. Donc il faut faire la différence entre le dépistage personnalisé et le dépistage de masse. Le dépistage personnalisé, c'est l'autopalpation, c'est s'écouter, écouter son corps, se regarder, c'est essentiel. Pour moi, le leitmotiv, c'est de dire que la plus grande avancée du traitement du cancer du sein, c'est le dépistage précoce. Plus on dépiste un cancer tôt, mieux on le guérit. Donc il faut se battre pour le dépistage. Et je pense que le but d'Octobre Rose et de toutes ces réunions, c'est de crier haut et fort que plus on va faire de dépistage, plus on va faire d'autopalpation, plus on va être sensibilisé, mieux on va traiter les cancers du sein. Donc ça, c'est la première donnée. Puis la deuxième donnée, c'est qu'effectivement, pourquoi il y a une différence entre le dépistage de masse et le dépistage personnalisé? Parce qu'en fait, on ne recherche pas la même chose. Le dépistage de masse, c'est effectivement, comme tu le disais Gérard, il y a plus de cancers du sein chez les femmes de plus de 50 ans. Donc c'est plus rentable économiquement pour un pays d'investir dans ce dépistage. Mais il faut faire du dépistage personnalisé et donc il faut ne pas scinder les deux, mais il faut associer les deux. Je mettrai juste une petite aparté puisqu'on t'a parlé de la génétique et du cancer. Alors il faut savoir que la politique de santé a revu le dépistage de masse sur les populations dites familles à risque. Avant, le dépistage, c'était 50-75 ans. Maintenant, chez les familles à risque, c'est à partir de 40 ans. Donc déjà, on voit qu'on commence un peu à adapter. Donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Ensuite, après, il y a plusieurs données que vous avez données qui effectivement l'annoncent. Et là, on est effectivement en première ligne. Et moi, quand j'arrive à ma consultation et quand je vois sur ma liste première fois, ben, j'ai un peu le même stress que vous. C'est-à-dire, je me dis, et merde, comment je vais faire pour annoncer? Comment je vais faire pour redonner cette envie de ne pas annoncer une mauvaise nouvelle, mais d'annoncer qu'on va aller vers la guérison, on va se battre avec vous, patients, on va se battre avec une famille, parce qu'il y a des enfants, il y a des maris, il y a toute une cellule, il y a tout ce qui tourne autour, et donc effectivement, c'est une bataille, et même nous, de temps en temps, moi, à ma consultation, je me dis, allez, on va y aller, on va essayer de faire en sorte d'être bon, parce qu'il faut aussi qu'on soit bon pour vous annoncer. Si je prends ma tête de cocker pour vous annoncer, vous allez vous dire, c'est pas gagné, on va pas y arriver, parce que déjà, lui est déprimé, donc on va pas y aller. Donc il faut donner un peu de soi, et donc effectivement, c'est un échange, c'est un partenariat, et puis ensuite après, comme vous l'avez dit, c'est une longue route, parce que patient, médecin, on va vivre ensemble pendant un certain nombre d'années, parce qu'il y a non seulement le traitement, puis on verra, derrière, il y a la surveillance. Exactement. Rebecca, vous nous avez parlé de votre famille. Votre famille a joué un rôle primordial dans l'acceptation de votre maladie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de vous, patiente, Rebecca, où on vous fait le diagnostic malheureux vous avez un cancer du sein? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Déjà, la première difficulté, ça a été de le prendre en plein fouet par le médecin. Donc ça, c'était le premier choc. Ensuite, ce qui a été très compliqué, c'était de l'annonce à la famille. C'est-à-dire mes parents. Quand il a fallu que je leur annonce, mes parents habitent dans le sud. Donc c'est par téléphone, donc c'est pas de visu, donc c'est par téléphone. C'est un choc. C'est quand je rentre à la maison, mon mari me dit mais non, il s'est peut-être trompé. Je dis je pense pas, c'est pas possible. Si on me dit à 99%, je pense que le médecin voit des seins toute la journée, ça fait 25 ans qu'il exerce ce métier, il peut pas se tromper. Et puis après, il a fallu le dire à son entourage, après le métier. Après, il a fallu commencer à prendre les rendez-vous médicaux. Et puis là, ça y est, c'est tout un parcours. Donc ça a été assez rapide parce que j'ai eu rendez-vous fin janvier pour ma part. Et le 14 février, j'ai eu une première opération où ils m'ont retiré la tumeur plus 17 ganglions. Donc il a fallu attendre 3 semaines
pour pouvoir analyser, attendre, savoir le protocole. Et puis il a fallu que je retourne une deuxième fois au bloc parce qu'ils n'avaient pas assez gratté. Ça arrive, hein. Malheureusement, c'est tombé sur moi, mais heureusement au jour d'aujourd'hui parce que je me dis peut-être que j'aurais récidivé. Et puis on attend encore, et puis après on enchaîne avec les chimiothérapies qui sont très dures, vraiment très dures. D'abord on met la chambre. Donc moi j'ai eu un cancer sur le sein droit, donc la chambre a été posée sur le sein gauche. Ça a été très douloureux psychologiquement parce que c'est quelque chose qu'on nous met à l'intérieur de nous et on n'est pas prête à recevoir ça. Donc c'est une chambre où on reçoit la chimio avec la veine qui ressort sur la gorge. Et puis après, ben voilà, c'est toutes les 3 semaines, c'est le même rituel, c'est comment ça s'appelle, les prises de sang avant les chimiothérapies pour savoir si on est OK pour la chimio, pour voir les globules, pour voir un tout. Et puis après, ça y est, on enchaîne chimio. Et c'est les retours à la maison qui sont difficiles parce qu'on est vidé. La chimio nous vide. On est une loque. Et heureusement qu'on a notre entourage autour de nous qui nous dit « Allez, vas-y, bats-toi ». Parce que quand on se regarde dans le miroir, on dit « On va mourir, c'est pas possible. Je suis bouffie, je suis grise, je suis verte, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils. » Et puis, on a tellement d'amour autour de nous qu'on se dit « Non, c'est pas possible, tu vas pas mourir. » Et puis hop, toutes les 3 semaines, on retourne au combat, on retourne. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, je suis là et il faut se battre. Et il faut se battre. Et la vie est belle. Voilà, c'est pas parce que on a un cancer du sein qu'on ne va pas s'en sortir. Oui, effectivement, on a un cancer du sein, mais on peut s'en sortir. La preuve. Didier ? Pas grand-chose à dire après ça, mais c'est la réalité parce que effectivement, c'est un combat, c'est une route qui est longue, qui est semée, qui est parsemée d'embûches, de difficultés, de traitements qui ne sont pas toujours bien tolérés, qui sont des agressions, parce que une des premières agressions, c'est mon métier, c'est d'opérer, de poser un bistouri, de gratter, comme vous dites. Ce qui est très vrai dans ce que vous énoncez, c'est de parler de cette chambre implantable. Parce que souvent, ce qui reste dans la mémoire des patientes, ce n'est pas tellement la chirurgie du sein, c'est plus cette chambre implantable, parce que ça rappelle à ce traitement que toutes les patientes veulent éviter, qui est la chimiothérapie, et que malheureusement, toutes n'évitent pas, puisque environ 30% des cancers vont bénéficier d'une chimiothérapie, même si on essaie, et on en parlera peut-être après, d'être plus juste et de temps en temps moins agressif qu'on l'était il y a 10 ans, c'est-à-dire de mieux sélectionner les patientes qui vont bénéficier réellement de la chimiothérapie. Mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre de patientes qui vont avoir cette agression. Et donc, on va leur mettre cette chambre implantable, qu'on appelle aussi un porte-à-4, et qui est un peu comme une médaille, c'est-à-dire c'est ce qui est visible, c'est parce que c'est visible de l'extérieur. C'est-à-dire la chirurgie du cancer du sein, ça ne se voit pas, hein, c'est caché par les dessous, c'est caché par la féminité des patientes, mais cette chambre implantable, elle se voit, elle est dans le décolleté le plus souvent, même si on essaye de la cacher, de faire des incisions petites, mais on a ce cathéter qui remonte le long du cou. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est, qui vous marque quelque part. Et donc effectivement, souvent les patientes restent très marquées par ce corps étranger. Exactement, parce qu'en fait, on se dit, ça y est, on enclenche la machine. C'est là, ça y est, je suis malade. Parce qu'une chirurgie, voilà, on se fait tous plus ou moins opérer. Bon, effectivement, c'est une tumeur cancéreuse, mais c'est la chambre qui nous dit, voilà, t'es malade et t'y vas. T'as pas le choix. Alors c'est d'autant vrai que ma dernière intervention de ce matin, parce que je le fais toujours à la fin de mes blocs opératoires, c'est une dépose de Pâques et c'est les plus beaux sourires que j'ai, c'est quand je dépose cette chambre implantable, parce que c'est une fin d'une chimio, c'est le début de la guérison, c'est le début du passage vers autre chose et c'est un moment important dans le parcours de soins, la dépose de la chambre implantable. Ouais, parce que quand on a fini le chimio, la première chose qu'on demande, quand est-ce qu'on l'enlève? Et moi, je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps, parce que
Peut-être que j'étais pas prête, peut-être que inconsciemment je touchais toujours ici, oui effectivement. Et puis au jour d'aujourd'hui, dans une petite boîte sur mon bureau. Voilà, j'ai demandé à la garder. Ça devient un gris-gris. Ouais. Je la regarde et puis je dis voilà, j'ai réussi. J'ai des copines qui m'ont dit mais pourquoi t'as fait ça? Parce que ça fait partie de ma vie. C'est comme la cicatrice sur mon sein, ça fait partie de ma vie. C'est comme la cicatrice que j'ai ici, ça fait partie de ma vie. Voilà, ça fait partie du cancer, même si maintenant le cancer, il est loin derrière. Pour moi, c'était il y a 2 ans. Donc en même temps c'est proche, en même temps c'est loin. Mais voilà, ça fait partie de ça et je voulais le garder. Il suffit juste de vous regarder parler pour voir que quand vous parlez de l'annonce de votre maladie, vous avez les larmes au bord de vos yeux et quand vous annoncez le dépôt de cette chambre implantable, vous avez juste le sourire aux lèvres. Donc ça montre bien ce parcours et effectivement, il faut vous accompagner, il faut qu'il y ait effectivement de la famille, il faut qu'il y ait des soignants. Alors après, moi, le regard que j'ai, c'est que, allez, on va dire 95% de mes patientes me disent que ce n'est pas un mauvais souvenir. C'est-à-dire que cette épreuve, finalement, est un catalyseur pour rebondir, pour repartir, pour de temps en temps changer de vie. Moi, j'ai eu beaucoup de patientes qui ont changé de vie, mais radicalement, vraiment dans différents sens, à la fois sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, et dans le bon sens. Alors effectivement, il y a des moments moins heureux, parce que de temps en temps, au travail, il peut y avoir des contraintes, il peut y avoir des pressions, mais je trouve que les femmes au jour d'aujourd'hui sont de plus en plus maîtres de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, et je trouve qu'il y a une vraie motricité et un vrai élan positif de cette maladie. Et du reste, les Américains, contrairement aux Français, considèrent que dans un CV, le fait d'avoir eu un cancer du sein et d'avoir un traitement pour un cancer du sein est quelque chose de positif à l'embauche. Parce qu'ils ont bien compris que les femmes qui se sortent de cette épreuve, elles ont beaucoup plus que les autres. Et donc en fait, dans le milieu professionnel, ça va être des battantes, ça va être des gens qui vont faire la différence entre le futile et l'important et qui vont aller très très vite et qui vont mettre de côté finalement les petits tracas de la vie quotidienne, les petits tracas de la vie professionnelle, mais les choses importantes, vous allez aller à l'essentiel, exactement. Moi, je lui dis merci à mon cancer. Je lui dis merci parce qu'il m'a fait grandir. Il m'a fait ouvrir les yeux sur la vie, sur exactement ce qui est important, ce qui ne l'est pas, sur les personnes toxiques, sur l'amour, sur les choses, voilà, profiter de la vie. Parce qu'en fait, on est dans un engrenage, on a nos enfants, on est pris dans on y va, on a la machine et tout ça. Et en fait, le cancer nous apprend sur nous. Mais en fait, la vie, c'est pas de foncer, c'est pas de dire on y va, on y va, on y va. Non, non. C'est de profiter, c'est de dire aux autres je t'aime. C'est un câlin, un bisou. Tout ça va devenir très important. Même si on pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est banal. Mais non, au jour d'aujourd'hui, c'est très important. C'est un bisou, c'est tous les jours, une caresse. Alors qu'avant, on ne faisait pas attention à tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, merci au cancer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à ces gestes. Je fais beaucoup plus attention au sourire de ma voisine. Je fais beaucoup plus attention à plein de choses. Et je lui dis merci au cancer. Ça m'a fait grandir. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit auparavant par rapport aux États-Unis. Par rapport aux chiffres que j'ai montrés en France, on a des gros progrès à faire alors. On a d'énormes progrès à faire, effectivement, mais je pense que c'est toutes les pathologies et toutes les maladies qui sont très liées aussi à la précarité sociale, à la précarité familiale, à la précarité professionnelle. Et donc effectivement, il y a quand même une part sombre, malgré tout, du cancer. Alors, tout dépend effectivement du niveau socio-culturel, de la profession qu'on a. Vous êtes indépendante, donc en fait, votre vie, vous l'avez toujours maîtrisée. Mais il y a des gens qui, malheureusement, ne maîtrisent pas parce qu'elles ont des métiers qui leur imposent certaines choses. Et là, effectivement, souvent,
c'est très compliqué et on est soumis à avoir des patientes qui vont avoir des pressions professionnelles et ça peut être non seulement délétère pour leur vie, mais aussi délétère pour leur cancer parce que pour être bien soigné, pour être bien guéri, il faut être serein. Ça, c'est essentiel. Oui, j'ai une question justement de Léla qui demande « Existe-t-il vraiment un risque de discrimination à l'emploi ? Peur des rechutes de l'emploi. L'employeur aurait peur que la patiente fasse des rechutes, donc arrêt de travail et puis... Alors, discrimination à l'emploi, je pense que c'est exceptionnel qu'on demande quand on rentre dans une nouvelle profession les antécédents médicaux. Ou alors celui qui fait ça est quand même extrêmement déviant parce que c'est largement interdit par la loi. Par contre, effectivement, quelqu'un qui est déjà dans une enceinte professionnelle, mais forcément, ça ne peut pas passer inaperçu. Un cancer, ça ne passe jamais inaperçu. Ça passe jamais inaperçu parce que quand on perd ses cheveux, ça se voit. Parce que quand on est absent, ça se voit. Quand on est fatigué, ça se voit. Donc forcément, l'environnement professionnel va être au courant. Et là, effectivement, on a essayé de développer avec une association qui s'appelle Cancer at Work, qui est gérée par Anne-Sophie Tuschinski, et qui a essayé, et qui essaye, et qui se bat pour faire adhérer la plus grande partie des employeurs français à signer une charte, qui est en fait juste une charte de bonne conduite. C'est-à-dire de dire, quand j'ai des employés qui ont un cancer du sein, je dois respecter cette charte. Et cette charte, c'est effectivement de ne pas les mettre de côté, de continuer à les aider, de leur adapter leur temps de travail, de leur adapter leur poste de travail et de les accueillir et de les réaccueillir. Mais j'ai envie de dire, c'est juste normal. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'on a une maladie qui s'appelle cancer, on va être mis au banc de la société. À ce que je sache, quand on a un diabète, on ne vous met pas dehors. Quand vous avez... Et le cancer, c'est une maladie comme une autre. C'est une maladie... Elle a un nom cancer qui fait peur. Mais il n'y a pas plus de raison d'avoir peur du cancer que d'avoir d'autres pathologies. Moi, j'ai souvenir d'avoir des patientes qui ont des maladies dites bénignes, qui sont des maladies inflammatoires ou des maladies de système. Et au bout de 10 ans, elles me disent « Mais docteur, mon cancer, c'était de la rigolade. Parce que mon cancer, je suis guéri, j'ai plus de traitement, j'ai pas de séquelles, je vais bien. Par contre, ma maladie de système, je suis toujours obligé de prendre mes médicaments, d'aller voir. Moi, je vous vois une fois par an, mais tout va bien. Et donc finalement, la maladie qui est dite maligne est finalement souvent plus simple à gérer et à prendre en charge qu'une maladie dite bénigne. » D'ailleurs, je crois qu'il y a un nouveau texte de loi au niveau des banques. Ils n'ont plus le droit de refuser un crédit maintenant pour les gens qui sont guéris d'un cancer. Alors ça, c'est très compliqué parce que c'est un texte qui est passé au Parlement, je crois, il y a 4 ou 5 ans, qui est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. La problématique du droit à l'oubli, c'est que le législateur a été, je dirais pas très honnête sur ce qu'on appelle le droit à l'oubli, parce que la grande majorité des cancers ne font pas partie du droit à l'oubli. On va rebondir sur le cancer du sein, puisque c'est ce dont on parle, c'est-à-dire que le seul cancer du sein qui rentre dans le droit à l'oubli, c'est ce qu'on appelle les lésions intracanalaires. On va rentrer un peu dans les différents cancers. Globalement, il y a le cancer connu, qui est ce qu'on appelle le cancer infiltrant, et puis on a une variété un peu différente, qui est ce qu'on appelle le cancer intracanalaire ou le cancer in situ. C'est vrai que le cancer intracanalaire et le cancer in situ, c'est un cancer qui a un risque de métastase, on va dire quasi égal à 0, c'est-à-dire qu'il va être guéri dans 99% des cas. C'est vrai qu'il est assez facile pour le législateur de dire ce cancer-là, vous allez pouvoir l'ignorer. Mais un cancer comme Ayurveda, elle n'a aucun moyen vis-à-vis d'un assureur de ne pas le mettre. Parce que si elle ne le met pas dans son questionnaire, c'est elle qui va être effectivement pénalisée si un jour elle va avoir besoin de l'assurance. Donc moi, ma recommandation toujours aux patientes, c'est toujours de le mettre et puis d'essayer, essayer de se battre. Alors il y a beaucoup d'associations de patientes, c'est un cancer qui est porté par les femmes et les femmes sont des battantes. Et donc les femmes montent beaucoup d'associations pour essayer d'améliorer tout ça et faire en sorte qu'elles puissent avoir des prêts, parce que quand une patiente a un cancer à 30 ans, c'est au début de sa vie. Et donc, si elle ne peut pas avoir de prêt pendant toute sa vie, c'est quand même très, très compliqué. On a beaucoup de questions de la part des gens qui regardent l'émission sur le pronostic, justement. Le pronostic,
je les ai rassemblés, c'est à quel stade de la maladie, au plus tard, un cancer du sein doit-il être détecté pour être traitable sans laisser de séquelles? Je vais rebondir sur la question suivante. Quelles séquelles pour une prise en charge trop tardive? Quelle probabilité de rémission en fonction du stade de prise en charge? Quel est le pourcentage de chance aujourd'hui d'en guérir complètement? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On va repartir du cas de Rebecca. Je pense qu'en fait, quand on parle du pronostic du cancer du sein, je pense qu'il faut déjà envoyer une première info. C'est un cancer qui se guérit à 85%. C'est-à-dire tout cancer confondu, on met tous les cancers du sein, on va les guérir à 85%. Il n'y a pas beaucoup de maladies, au jour d'aujourd'hui, qu'on arrive à guérir à 85%. Donc je suis assez fier de participer à cette prise en charge de traitement parce que déjà, moi je sais quand je vois une patiente que j'ai plus de 8 chances sur 10 de la guérir. Et ce que disait Rebecca, et j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a parlé de guérison, c'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé, elle n'est pas rentrée dans ce terme que je trouve pas terrible, qui est le terme de rémission. C'est-à-dire, pour moi, la guérison, c'est je n'ai plus de traces de ma maladie. C'est-à-dire ma maladie n'est plus présente et donc je ne suis plus qu'en surveillance. Et il faut rentrer dans cette logique, qui est une logique de se dire ça y est, je m'en suis sorti, mais malgré tout, je fais quand même des étapes pour vérifier tous les 6 mois, tous les 4 mois ou tous les ans que je vais bien. Puis c'est pas grand-chose, ça permet de revoir sa patiente. Moi, je suis toujours heureux de revoir mes patientes et de discuter des enfants, des parents, des machins, du temps qui passe et compagnie. Je trouve ça extraordinaire. Et puis en même temps, pendant ce temps-là, je regarde la radio, je regarde la prise de sang et tout va bien. Donc c'est des étapes et c'est très bien comme ça. Alors après, effectivement, ça c'est le côté un peu simpliste. Alors il faut savoir que malheureusement, il y a donc 15% de récidive. Donc il y a 15% de tumeurs qu'on a encore du mal à gérer. Et donc effectivement, c'est là où on essaye de trouver des nouvelles molécules, des nouveaux traitements, des traitements ciblés. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'herceptine pour ces tumeurs qui sont dites HER2 surexprimées, qui étaient avant des tumeurs catastrophiques. Et puis on a trouvé, l'élément qui était l'élément de fragilité de ces cellules, et on a trouvé un médicament qui a fait passer un cancer qui était un cancer qui tuait énormément vers un cancer qu'on guérit quasiment systématiquement. Donc on est passé, grâce à un médicament miracle, à avoir solutionné le problème. Alors on a été extrêmement heureux d'avoir ces traitements. Alors on a de plus en plus de traitements. Alors je pense que les patientes le savent un peu, tous les traitements qui terminent par IB ou AB, c'est tous les traitements modernes, c'est tous les traitements ciblés. Et on en a plein qui arrivent. Donc on a de plus en plus de molécules pour justement traiter au mieux ces cancers qu'on a un peu plus de mal à traiter, donc qui représentent 15% de l'ensemble des cancers du sein. Alors on a des questions aussi sur l'impact du traitement hormonal sur la survenue des cancers, à savoir la pilule et le traitement hormonal substitutif. Donc si tu as un message à faire passer. On va essayer de faire passer des messages simples parce qu'effectivement, les hormones sont considérées comme les grands méchants vis-à-vis du cancer. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a beaucoup de cancers du sein qui sont hormonodépendants. On teste, on vérifie ce qu'on appelle les récepteurs hormonaux, ce qui conduit, quand les patientes ont des tumeurs RH+, à avoir un traitement par hormonothérapie. Mais ça ne veut pas dire que le cancer est induit par les hormones. Donc moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a une cellule qui va se transformer, qui va naître, qui va être déviante, qui est une cellule cancéreuse. Et puis cette cellule cancéreuse, effectivement, elle est sensible à un environnement hormonal. Et donc quand on lui donne un environnement hormonal trop important ou trop riche, et c'est ce que tu faisais au départ, Gérard, tu faisais la différence entre les causes endogènes et les causes exogènes. Et effectivement, on le voit que quand on a une puberté précoce et une ménopause tardive, c'est-à-dire une durée d'exposition longue à ses propres hormones, on va augmenter le taux de cancer du sein. Et bien, c'est pareil dans le traitement hormonal substitutif, c'est-à-dire que le traitement hormonal substitutif, quand il est donné sur une courte période et de façon raisonnée, il n'est pas dangereux. Mais par contre, quand il est donné pendant 20 ans, 30 ans à des doses importantes, là, effectivement, il va risquer de générer plus de cancer du sein. Mais c'est toujours pareil, en médecine, je crois qu'il faut être juste, dans le bon équilibre, c'est-à-dire c'est ni trop ni trop peu, parce que si les patientes prennent des traitements hormonaux, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas bien à la ménopause, parce qu'elles ont leur bouffée de chaleur, parce qu'elles se sentent vieillir, parce qu'elles se sentent ci et ça. Et
Et on doit aussi leur apporter du confort. La médecine, ce n'est pas que de la castration et d'imposer des choses par une certaine violence. Donc on doit essayer d'écouter, on doit essayer de comprendre, puis on doit essayer de moduler. Et puis en règle générale, on y arrive. Donc voilà, c'est un petit débat, un petit échange avec nos patients. De temps en temps, il est un peu vif, mais ce n'est pas grave. C'est le rôle du médecin, c'est d'essayer de convaincre les patients de prendre ou de ne pas prendre un traitement. Justement, je rebondis sur une question et je voudrais avoir votre avis tous les deux. Il y a Clara qui pose la question, ai-je le choix de mon traitement dans le cadre des protocoles? Vous, Rebecca, quand votre médecin vous a proposé de rentrer dans un protocole thérapeutique d'une manière générale, vous avez accepté facilement, vous lui avez fait confiance d'emblée? Je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, de toute façon, on m'a dit, bon bah voilà, ça va être ça, avec tel effet secondaire, vous avez 3 chimios comme ça, 3 chimios comme ça, il y a ça, ça, ça et ça. Ok, et puis on y va. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai pas dit, bah non, je veux pas ça, bah non, je veux pas ça. Déjà, je me dis, non, je veux guérir. Donc non, je me suis posé aucune question, je me suis laissée porter. Voilà, j'étais dans un institut... avec des médecins, j'avais confiance, j'ai été vraiment portée, j'ai fait confiance à la médecine. Et je leur dis merci. D'accord, parce qu'en général, quand on annonce le diagnostic d'une maladie grave, il y a plusieurs phases psychologiques par lesquelles passe le patient ou la patiente. On est d'abord dans le déni de la maladie, et vous l'avez dit, est-ce que tu es sûr que tu as un cancer? C'est ce que vous a dit votre époux. Ensuite, on passe dans le phase de colère, et là, on remet en cause la décision du médecin. Et ensuite, on passe par la phase d'acceptation. Didier, toi, est-ce que tu as des patientes qui remettent en cause le traitement que tu proposes? Je n'emploierais pas le terme de remettre en cause. Je pense que c'est effectivement c'est un échange. Négocie. Oui, une négociation où en fait, moi je dis souvent, j'utilise toujours la même phrase, je dis on accepte que ce qu'on comprend. Donc déjà, c'est d'être didactique, d'être pédagogique. On le voit pour la Covid. Si vous ne comprenez pas pourquoi on vous demande de faire ça, vous ne risquez pas de l'accepter. C'est exactement pareil en cancérologie. Si on vous dit je vais vous retirer le sein comme ça, en ne vous expliquant pas pourquoi on retire le sein, ou pourquoi on retire les ganglions, ou pourquoi on fait un ganglion sentinelle versus un curage et compagnie, une chimio plutôt qu'une hormono plutôt qu'une chimio, bah, vous allez me dire, docteur, je veux bien, mais expliquez-moi pourquoi. Donc il y a effectivement un rôle pédagogique et il y a un temps d'explication. Et moi je trouve souvent, et là-dessus je rejoins tout à fait Rebecca, je pense que les patientes, quand vous leur expliquez, elles ont juste envie de se battre parce qu'elles ont envie, comme le médecin, de gagner. C'est-à-dire qu'elles ont compris que les traitements, quand on propose des traitements lourds, ben, le médecin il n'est pas non plus... super heureux de vous proposer des traitements lourds. Non, pas du tout. Ah. Je revois le médecin me dire, bon ben voilà, vous avez un cancer agressif, vous allez avoir 3 chimios durs et 3 chimios très durs. Donc il me met en condition, mode de guerrière et vas-y. Puis les patientes après elles discutent entre elles, puis elles disent, vous savez, j'ai eu le petit produit rouge. Et en fait, il y a plein de... Elles ont une terminologie, les patientes, parce qu'elles connaissent, moi je les vois, elles connaissent très bien, moi je les vois même en salle d'attente, elles discutent entre elles. Quand on a une patiente qui vient pour la première fois avec une patiente qui a déjà terminé ses traitements, elles échangent, elles demandent, le médecin, il est comment? Il est sympa, il n'est pas sympa, il explique pas, et puis vos traitements, comment ça s'est passé? Et il y a tout cet échange, toute cette communication qui est essentiel. Et je pense qu'effectivement, il y a le rôle médical de l'explication, mais en même temps, il y a le rôle aussi de tous les soignants qui tournent autour, des secrétaires, des assistantes, les infirmières d'annonce. Il y a tout ce parcours de la surveillante, de chimiothérapie, de tout cet accompagnement qui est essentiel. Tout en bienveillance. Elles sont toutes... le corps médical est bienveillant autour de nous. On est vraiment porté, il nous protège en fait. On pense qu'on est protégé. Parce que quand on retourne dans un hôpital lambda, dans autre chose que l'oncologie, c'est différent. Là, on est vraiment dans un cocon,
pour ma part, j'ai eu l'impression d'être protégée, chouchoutée. Même si c'était dur, parce que c'est sûr que nous, on arrive avec notre cancer à l'hôpital, mais l'équipe médicale aussi, elles ont leurs problèmes. L'équipe médicale aussi, elles ont certainement des soucis à la maison, mais elles ont toujours le sourire. Nous, on pleure, nous, on en veut à la terre entière parce que ça tombe sur nous, mais il ne faut pas oublier que l'équipe médicale, elle est... merci, quoi. Merci d'être là, merci d'avoir un sourire pour nous, merci d'avoir un regard tendre, merci de nous... une petite rigolade. Même entre patientes, entre nous, on fait des belles rencontres. Voilà, il n'y a pas que le côté négatif dans le cancer. Il faut savoir qu'il y a aussi du côté positif. Il y a du côté positif parce qu'on fait des rencontres, parce que bien sûr on guérit, mais il se passe plein de choses. Voilà, dans ce combat, il y a du positif. Beaucoup de positif. Et c'est important de le dire. Même si c'est dur, même si... voilà, pour moi, ça a été positif. Même si j'ai morflé, même si ma famille a morflé, même si mes enfants... Voilà, ça a été très dur pour mes enfants. Mais on s'en sort vraiment tous les 6 beaucoup plus forts. Voilà, on est une équipe. Et celles qui se battent, il faut qu'elles soient en équipe. Ah, mais c'est toujours plus facile d'être en équipe que d'être seul. Moi, je le vois, c'est quand je vois arriver une patiente qui vient seule à la consultation, sans aucune personne, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle n'est pas soutenue, mais même dans notre vecteur d'information, ce que je dis souvent à mes patientes, c'est quand je commence à leur dire qu'elles ont un cancer. Puis ensuite après, allez, si je dois leur faire une mastectomie, je vais leur donner le 2e coup de bâton en leur disant qu'elles vont plus avoir de sein. Puis ensuite après, je vais peut-être leur annoncer qu'elles vont avoir une chimio. Mais elles sont incapables de m'écouter jusqu'au bout. C'est inaudible, c'est un discours qui est inaudible de dire à une patiente, 1, vous avez un cancer, 2, je vous retire le sein, 3, je vous fais une chimio. Donc à un moment, elle décroche. Mais complètement. Et que quand il y a un accompagnant, ça permet à l'accompagnant d'entendre, d'écouter et d'être là pour redonner le discours. Parce que nous, on va vous accorder un certain temps de consultation, mais comme vous avez été soigné dans un institut que je connais bien, je sais combien on est tous débordés par le nombre de patientes et qu'on est obligé de fractionner notre temps en fonction du nombre de patients et qu'on ne peut pas vous accorder tout le temps qu'on aimerait vous accorder. Et donc, il y a des informations qui, malgré tout, ne sont peut-être pas non plus suffisamment expliquées. Mais quand il y a un accompagnant, c'est essentiel parce qu'il va avoir entendu et il va pouvoir redire « mais si j'ai entendu, il t'a dit ça » et ça permet de faciliter la prise en charge, le travail et l'acceptation des traitements. Bien sûr, j'ai eu la chance, mon mari m'a accompagnée partout. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, quand il a fallu que je retourne une 2e fois me faire opérer, il m'a dit « non mais t'as pas le choix, tu retournes ». Donc, en même temps, il me boostait et en même temps, parce quand on nous annonce tout ça, il y a trop de choses qui arrivent en même temps, trop d'informations, donc on est complètement fermé, on comprend plus rien en fait. On est dans un brouillard. C'est pour ça qu'on apprend aujourd'hui aux médecins à pas donner le diagnostic en une étape. Diagnostic qui se fait en plusieurs fois, tu me confirmeras. Exactement. Il y a trop d'informations. Savoir distiller les informations, savoir de temps en temps dire stop, c'est-à-dire là je ne vais pas plus loin, parce que souvent quand on envoie une information, les patientes elles ont envie de ce que j'appelle de faire du billard à 3 bandes, c'est-à-dire de oui mais si mon ganglion est positif, est-ce que vous pensez que je vais avoir automatiquement une radiothérapie, automatiquement une chimiothérapie? Et là, on est obligé à un moment de leur dire, oui, mais attendez, on ne sait pas si le ganglion est positif. Donc, on ne va pas commencer à faire un millefeuille de différents traitements, ce n'est pas possible. Donc, par contre, quand on aura les résultats, je vous reverrai, je vous réexpliquerai. Donc, effectivement, mais on le sait, c'est une spécialité qui est très chronophage, mais qui est aussi, moi personnellement, je peux passer des heures à parler avec mes patientes. Si je n'avais pas des patientes qui attendaient en salle d'attente, je traiterais ma patiente pendant plusieurs heures. Le problème, c'est que malheureusement, on a une spécialité un peu pauvre en nombre de médecins et donc on est obligé de répartir un peu notre temps de parole et notre accompagnement. Mais on a nos secrétaires, nos assistantes, nos infirmières, nos aides-soignantes qui sont là aussi pour répondre à ça. Elles font ça merveilleusement bien. Ouais.
heureusement. Et puis, j'ai vu aussi que dans certains hôpitaux, aujourd'hui, pour rebondir sur la notion d'équipe, il y a des cours de sport qui sont faits chez les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein, des cours de tai chi aussi. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, si tu as entendu parler de ces initiatives. Et en fait, il y a aujourd'hui des études qui montrent que finalement le sport pouvait impacter sur la médiane de survie, quoi, sur la guérison. Alors, c'est pas ça peut impacter, ça impacte. Alors, effectivement, le sport ne va pas... Il n'y a pas de statistiques mettant en évidence que le sport diminuait le nombre de cancers du sein. Par contre, le sport diminue le risque de récidive de cancer du sein. Donc ça, c'est certain. Donc ça, il faut vraiment se battre. Après, dans les facteurs de risque, tu en as omis un, qui est une notion importante, qui est l'obésité, le surpoids. Absolument. Ce qui est un facteur essentiel, surtout dans nos pays, où en fait, on bouge de moins en moins, on fait de moins en moins de choses, on est de plus en plus devant YouTube, Instagram, Facebook. Et effectivement, le fait de bouger, alors, c'est pas le sport, c'est l'activité physique. Alors, il y a une différence, faire du sport, c'est vraiment courir, mais l'activité physique, c'est marcher, c'est plutôt que de prendre la voiture pour aller acheter son pain ou aller acheter ses fleurs, bah, c'est d'y aller à pied et de prendre le temps de faire les choses. Et effectivement, il y a des petits gestes simples. Alors, juste pour vous expliquer rapidement pourquoi l'obésité augmente le taux de cancer du sein, parce que dans la graisse, en fait, il y a une enzyme qui va transformer un élément en œstrogène. Donc, on rebondit sur l'impact hormonal, puisque en fait, plus on a de graisse, plus les femmes ont d'hormones. Donc, en fait, diminuer la masse graisseuse, c'est effectivement diminuer le risque d'incidence de cancer du sein. Donc, double bénéfice du sport, on fait baisser la masse graisseuse et en plus, on évite les récidives. Donc, on essaie de vous inciter toutes à faire et donc, effectivement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les grandes maisons qui traitent du cancer du sein ne font pas que de la médecine classique. Donc il y a des accompagnements avec de la phytothérapie, avec de l'acupuncture, avec du sport, avec de l'art-thérapie, avec de la cuisine-thérapie. On a une institution qui est juste à côté avec qui on travaille, qui s'appelle l'Institut Raphaël, où en fait on travaille beaucoup dans cette dynamique d'aide par autre chose que nos traitements, parce qu'on pense clairement qu'il n'y a pas que la médecine classique, il y a aussi tout ce qui va autour, qui permet à nos patients de refaire une nouvelle vie et de repartir. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Didier? Oui, c'est vrai. Alors, pour ma part, j'ai jamais été sportive. J'ai toujours été gourmande. Alors, voilà, je suis désolée. Là, je peux pas aider. Je peux aider personne. Donc, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours gourmande, hein, bien sûr, hein, mais je fais plus de sport. Je fais un peu de course à pied, je fais de la marche, et ça fait du bien. On pense à rien, on libère, et effectivement, le sport aide à changer les idées, à être beaucoup de choses. À ne plus penser à rien. Oui, et puis vous avez aussi un métier quand même particulier, parce que vous n'avez pas un métier sédentaire, d'après ce que j'ai compris, puisque vous êtes fleuriste sur les marchés. Donc vous êtes debout, vous bougez, mais ça, c'est de l'activité physique. En fait, oui. C'est pas quelqu'un qui est assis derrière un bureau. Vous voulez que je vous dise, je pense que c'est préférable de faire ce que vous faites, plutôt que de faire un quart d'heure de sport après avoir passé 6 heures assis sur un bureau devant un ordinateur. Hein. Donc je pense qu'au contraire, contrairement à ce que vous croyez, votre métier, quelque part, là-dessus vous aide. D'accord. Et le but, c'est pas de vous priver à manger du sucre, du chocolat et des gâteaux, mais effectivement d'avoir un regard sur ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Et voilà, Question pour notre ami chirurgien, plus technique, une question d'Émilie. Pourquoi certaines femmes ont une ablation et d'autres pas? Dans quel pourcentage l'ablation est-elle nécessaire? Quand je parle d'ablation, bien évidemment, c'est l'ablation du sein. Alors globalement, au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a environ 20% de mastectomie contre 80% de traitement conservateur. Traitement conservateur, ça veut dire garder le sein. Alors après,
c'est pareil, j'ai fait beaucoup de communication sur traitement conservateur et j'ai toujours terminé en disant il vaut mieux une bonne mastectomie qu'un mauvais traitement conservateur. Parce que traitement conservateur, ça veut tout dire et rien dire. Conserver un sein, oui, on peut conserver un sein qui n'a pas une forme de sein, mais le but, c'est pas ça. De conserver un sein, c'est de conserver un sein qui ait un volume, qui ait un galbe et qui ait une forme agréable, parce que le sein, si je suis rentré dans ce métier, c'est parce que je considérais que le sein était un organe qui était quand même très particulier. Et donc, effectivement, il faut se battre pour faire des traitements conservateurs, mais des traitements conservateurs dans de bonnes conditions. Alors après, pourquoi on retire un sein? C'est très bête. Le chirurgien, c'est un médecin très, très basique. C'est-à-dire que si on ne peut pas garder le sein en ayant un joli résultat esthétique, il faut le retirer. Donc, une fois qu'on a ça en tête, on a résolu tout le problème. Et ce n'est pas une question de gravité. Parce qu'on parlait tout à l'heure de cancers intracanalaires, qui sont des cancers qui sont justement des cancers peu agressifs et qui ont des taux de guérison de l'ordre de 99%. Mais souvent, ces cancers, ils ont une capacité à rentrer, comme leur nom l'indique, dans les canaux, et donc de disséminer un petit peu partout dans le sein. Donc finalement, on va avoir un cancer très étendu, mais peu agressif. Et le seul moyen de guérir, c'est de retirer le sein. Donc on va se retrouver à avoir une patiente qui va avoir une toute petite tumeur très agressive et on va lui garder le sein, et avoir une patiente qui va avoir un gros cancer peu agressif et on va lui retirer le sein. Alors souvent les patientes, quand elles sont en salle d'attente, elles disent oui mais je ne comprends pas, le docteur il me dit que mon cancer il est très grave, on me garde le sein, et vous votre cancer il n'est pas grave et on vous retire le sein. Mais la chirurgie, elle s'adapte finalement à l'extension locale du cancer et non pas à son agressivité. Ce qui est un petit peu différent sur la chirurgie ganglionnaire. Alors on s'est tous battus parce que en chirurgie, quand nous on a démarré notre génération, c'est-à-dire il y a environ 30 ans, on a essayé de garder de plus en plus les seins. Donc on a développé des techniques qu'on peut appeler l'oncoplastie, c'est-à-dire par des techniques un peu d'incision particulière qui sont dérivées de la chirurgie esthétique, de pouvoir garder un sein de façon esthétique. Donc effectivement, on a augmenté au maximum, on a upgradé notre capacité à garder les seins. Mais malheureusement, il reste encore 20% de patientes à qui on doit retirer les seins. Mais il faut envoyer un message quand même positif, c'est que sur ces patientes, on peut les reconstruire. C'est-à-dire que l'ablation peut aller vers une reconstruction mammaire et qu'on fait de plus en plus de reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire en même temps que la mastectomie. Et on n'attend plus 6 mois, 1 an, 2 ans pour les reconstruire. On est de plus en plus proactif parce qu'on pense sincèrement que psychologiquement, c'est important pour les femmes de garder leur silhouette et leur schéma corporel. C'était ma question suivante. Là, je m'adresse à Rebecca, justement par rapport à ce que vient de dire Didier sur justement la perception en tant que femme quand on se fait opérer. Alors moi, j'ai conservé mon sein. D'accord. Mais effectivement, ma tumeur était sur le côté du sein, donc j'ai une cicatrice sur le côté. On m'aurait dit on vous enlève le sein. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais dit oui. C'est sûr que sur le moment, quand on a toutes ces informations, vous avez un cancer, il y a ci, il y a ça, on vous retire le sein, j'aurais été réticente. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais dit oui, tout de suite. D'accord. Parce que je pense qu'il faut écouter le médecin et si on nous dit de retirer le sein, c'est pas pour rien. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, avec le recul, on m'aurait dit il faut vous retirer le sein. Oui, c'est sûr que psychologiquement, si on ne peut pas avoir une reconstruction tout de suite, je pense que nous, en tant que femmes, de se voir à moitié un sein et puis pas l'autre, c'est sûr que psychologiquement c'est difficile, mais il y a des prothèses, il y a plein de choses et on a la chance d'avoir une reconstruction. Dernière question adressée à Didier. On vit une période un peu difficile, comme tu le sais, comme chacun de nous le sait. Quel était l'impact de la pandémie liée à la Covid sur justement les retards diagnostiques, sur la chirurgie? Est-ce que toi, tu as pu toi-même constater des dégâts collatéraux justement par rapport à cette pandémie? Alors effectivement, statistiquement, donc je disais, il y a 15% de mauvais cancers du sein. Et donc en fait, l'impact du retard au diagnostic, il est sur ces 15%. Les 85%, et ce n'est pas parce qu'on a eu un retard de 2-3 mois
qu'on va modifier, qu'il va y avoir ce qu'on appelle la notion de perte de chance. Donc ça, effectivement, ça ne va toucher que les 15%. Mais effectivement, sur ces 15%, on a vu qu'il n'y avait plus de mammographie de dépistage, puisque les radiologues ne faisaient plus que de la radio de Covid, ils faisaient des scanners, les pauvres, on leur demandait de faire que ça. Et puis les gens avaient peur de venir dans nos établissements. Nous, on était un établissement en plan blanc, puisqu'on a une réa médicale, et donc on est passé de 15 lits de Covid, de 15 lits de réa, à 45 lits de réa. Donc mes blocs opératoires, notre matériel, il est passé en réanimation. Donc on avait gardé 2 blocs pour assurer les urgences cancérologiques, et donc pour assurer justement ces patientes qui arrivaient avec ces cancers qui sont considérés comme très agressifs, ce qu'on appelle des triples négatifs. Et donc ces patientes-là, on savait qu'il fallait les opérer. Mais ces patientes, c'était aussi une arme à double tranchant, parce que ces patientes, il fallait leur faire aussi une chimiothérapie. Puis on sait que l'infection chez les gens qui sont immunodéprimés, et la chimiothérapie est une immunodépression, les exposait à plus de complications. Donc c'était des réunions de concertation pluridisciplinaires où on discutait, est-ce qu'on commence par la chimiothérapie, est-ce qu'on décale la chimiothérapie, est-ce que tu l'opères, est-ce que tu ne fais pas justement une mastectomie pour sécuriser avant de commencer la chimio. Donc effectivement, il y a eu très certainement un retard au diagnostic, et puis aussi de temps en temps pour certaines patientes, malheureusement, des pertes de chance en termes de traitement. Alors on commence à les voir arriver, on commence à voir arriver ces dysfonctionnements, ces bugs de cette période. Et on sait tous, du reste la Ligue a fait plusieurs communications par rapport à ça en disant attention, il y a eu des dysfonctionnements, il ne faudrait pas que ça revienne une deuxième fois. Et donc on crie haut et fort, les chirurgiens, les cancérologues, qu'il faut qu'on puisse continuer correctement notre métier, parce qu'on peut avoir aussi des maladies dangereuses en dehors du Covid, et il faut qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions pour avoir les bons traitements, leur donner des chimiothérapies sans les exposer à des risques, et donc de sécuriser ces établissements qui devraient être des sanctuaires, parce que la cancérologie, c'est pour nous un sanctuaire, et effectivement, il faut se battre pour pouvoir continuer à vous traiter, même en période un peu particulière qu'est la période du Covid. Bon, je crois que l'émission touche à sa fin. Déjà, je tenais à remercier Rebecca, qui est venue témoigner sur ce plateau. Je voulais remercier aussi Didier, qui est sorti du blog de Hartmann pour venir directement à Clamart. J'espère que cette émission nous a permis de couvrir toutes les thématiques intéressantes, et merci d'avoir été avec nous ce soir.